en offrant un moment de bonheur et de réconfort à ses enfants, dont un grand nombre est en situation de vulnérabilité, Canal+ a accompli une de ses missions sociales primordiales, offrir des sourires plein la tête aux enfants africains. Bonsoir, bonsoir à tous et bienvenue à cette première sortie de la semaine en session. Nous allons nous intéresser à un conflit foncier au Cameroun. En tout cas, cela devient récurrent au Cameroun en ce qui concerne les conflits fonciers. Un, particulièrement, va nous intéresser ce soir. C'est une affaire, n'est-ce pas, qui fait grand bruit en ce moment. Sœur chez Jones Yembe, qui arrache donc les terrains aux Camerounais, plus précisément du côté de Bastos. De quoi s'agit-il véritablement? Conflit foncier. Yembe arrache le terrain de la famille Edjoa et Sonou. Autre sujet va nous intéresser ce soir, ce sera bel et bien la présidentielle 2025. Vous l'avez suivi certainement à travers les réseaux sociaux et même les médias ont repris cela depuis ce matin. Le président de la République, actuellement président de la République du Cameroun, son Excellence Paul Biya, a donc annoncé ou alors officialisé sa candidature. C'est depuis hier et cela s'est fait à travers, n'est-ce pas, les réseaux sociaux. Mesdames, Messieurs, dans cette émission, nous allons jeter un regard sur cette présidentielle 2025 et particulièrement Paul Biya, candidat. Que peut-il apporter? Que va-t-il apporter? Comment comprendre cette autre candidature? Ce sera accompagné de nos invités déjà très bien installés sur ce plateau. Parmi nos invités, nous allons dire bonsoir et accueillir tout de suite et maintenant Eric Ngengem. Bonsoir. Bonsoir, merci de m'avoir invité. Vous êtes président, j'aime m'appeler PEC. Parti écologiste camerounais. Tout à fait, Oui. oui. Particulièrement, vous vous intéressez à cette écologie. Pourquoi, n'est-ce pas, un parti écologiste au Cameroun? Mais je pense qu'ici, il y a une politique que l'Afrique devrait incarner, et le Cameroun en particulier, depuis bien longtemps. C'est bien évidemment la politique écologiste qui a été malheureusement toujours absente. Je pense que les autres politiques, que ce soit le libéralisme, le fédéralisme, qui est souvent emprunté aux États africains, ne correspond pas à la réalité. Les peuples africains sont des peuples autochtones, qui sont à 80% agricoles, qui détiennent des matières premières, des matières de ressources minières, par exemple. Je pense que la politique qui peut permettre de mieux valoriser tout ce potentiel dont nous avons, c'est bien évidemment la politique écologiste qui a été trop absente au Cameroun en particulier. Merci d'être là. Il y a cela quelques temps, je vous recevais encore sur ce plateau. Vous annoncez et vous maintenez, n'est-ce pas, votre candidature à la présidentielle 2025. À travers les médias, nous avons suivi que vous avez plutôt opté pour une coalition avec un autre parti. De quoi est-il question? Oui, j'ai choisi la coalition avec le PURS pour aller à cette élection présidentielle pour une raison très simple, c'est que l'élection présidentielle, c'est un moment important pour notre nation et je pense qu'il faut proposer aux Camerounais la meilleure alternative, crédible. C'est pour ça que nous avons fait cette alliance pour fusionner nos deux programmes qui avaient des points communs et on s'est complété pour proposer aux Camerounais un vrai programme de rupture par rapport à ce que nous avons vécu pendant longtemps. Nous avons choisi le PURS qui promeut des valeurs panafricaines, qui promeut certaines valeurs, et nous venons avec l'écologie, qui est une valeur fondamentale de la politique africaine et camerounaise en particulier. Pour sortir. Et nous pensons Quelle compatibilité entre, n'est-ce pas, le parti d'espoir Matumba et votre parti écologiste? Vous dites le parti espoir Matumba qui prône, n'est-ce pas, une certaine souveraineté. Une certaine souveraineté et surtout un certain panafricanisme, c'est vous qui l'avez dit. Tout à fait, Et effectivement. vous parlez, vous êtes un parti écologiste. Quelle compatibilité? Mais la compatibilité, parce que si on veut être souverain, ça veut dire qu'il faut qu'on soit capable d'être autonome. Et l'écologie, c'est l'autonomie, c'est prendre les choses en main, de valoriser nos richesses. Par exemple, je prends la question de l'énergie.
Nous avons aujourd'hui au Cameroun un gisement considérable de valorisation d'énergie renouvelable. Il n'est pas normal que nous avons des délestages alors que nous avons ce potentiel. Donc l'écologie permettrait par exemple de produire de l'électricité à partir du soleil, à partir du vent, à partir de la mer pour pouvoir compenser ce déficit énergétique. Et dans beaucoup de domaines comme l'agriculture par exemple. Merci à vous. Nous vous attendons certainement encore dans d'autres émissions pour nous parler, n'est-ce pas, de cette présidentielle ou alors de votre candidature et cette coalition. Je vais recevoir quelqu'un sur ce plateau qui a eu des coalitions et même il y a eu, n'est-ce pas, des plateformes dans son parti, avec son parti politique. Qu'en est-il aujourd'hui? En tout cas, je vais d'abord accueillir Émile Messi. Bonsoir. Bonsoir à Apollinaire Romba, bonsoir aux copanélistes que je retrouve ici avec beaucoup de plaisir. Bonsoir aux millions de téléspectateurs d'Info TV et surtout de la messe de tous les soirs. La messe de 17h. Je n'oublie pas l'équipe technique qui nous accompagne pour vous dire que je suis content d'être là ce soir. Sa Majesté, vous allez bien? Ça va, ça va. Ça va bien. Lorsqu'on est Sa Majesté, hein, oui. Après, n'est-ce pas, une convocation du corps électoral et qu'on affirme devant le monde entier qu'on appartient à un parti politique, comment ça se gère? Vous voyez, au niveau des pouvoirs... Vous comprenez comment ça se gère en tant que chef? Vous voyez, en tant que chef, vous voyez, celui qui convoque le corps électoral, celui qui est également candidat à sa propre succession, c'est également une majesté, un patriarche. Donc, vous voyez là qu'il y a comme une convergence, comme une synergie d'action. Parce que, vous voyez, je le vous dis souvent, le pouvoir vient de Dieu. Et le pouvoir a quelque chose de mystique, de telle sorte que vous ne pouvez pas exercer le pouvoir si vous n'avez pas des bénédictions divines. Si vous n'êtes pas, je dirais même, appelé, si vous n'êtes pas d'abord un élu de Dieu, et que le peuple Sa Majesté, accompagne. je m'adresse à vous, Je vous dans pose votre des peau. questions. Laissons le Kunkuma là-bas, Oui. le grand Kunkuma, oui. Tout à fait. Vous, en tant que chef, C'est qui dirigez, n'est-ce pas, les troupes, Oui, ou alors les grandes familles. oui. Comment est-ce que vous vous sentez? Comment ça se prépare? Comment ça se passe dans votre tête? Ce qui se passe effectivement, c'est que, au-delà des politiciens qui vont battre la campagne, qui vont vendre leurs produits politiques, les idées, les projets, les programmes et autres, nous sommes également là les tenants des pouvoirs mystiques, traditionnels. Parce que ce que nous faisons, le pays ici, nous a été légué par nos ancêtres. C'est un héritage où nous disons que avant, pendant et après, tout doit se passer dans le calme. C'est également des gardiens spirituels. Pour sortir, est-ce qu'il n'y a pas une certaine influence? Vous parlez de la spiritualité, vous avez un certain monopole, n'est-ce pas, de cette spiritualité sur ces populations-là. Moi, je suis j'habitant, n'est-ce pas, de votre village, C'est pour ça que nous sommes des et que vous gardiens. êtes mon chef. Lorsque vous vous alignez, vous dites, je supporte tel, comment je veux faire? Qui suis-je pour ne pas vous suivre, Sa Majesté? Bien évidemment, nous sommes en démocratie, nous ne sommes pas en théocratie ou en dictature. Les gens sont libres. C'est des idées, c'est des raisons que nous présentons. Pourquoi nous supportons tel? Pourquoi nous choisissons tel? Ou alors nous le soutenons parce qu'il n'est pas là par la volonté peut-être d'un individu ou de lui-même. Mais quand vous regardez les faits, C'est la volonté divine. c'est la volonté divine. Merci. Merci à vous, Sa Majesté. Je vais accueillir Joseph Mboutouzé. Joseph, bienvenue. Bonsoir. Merci de votre invitation. C'est toujours un plaisir d'être ici avec vous. Ok. Vous êtes président Sud Espérance. Qu'est-ce que l'on peut comprendre par là? Sud Espérance, c'est une association qui regroupe les filles et les filles. Forum national de l'éducation que nous attendons depuis belle lurette, la signature de la convention collective du secteur privé, le paiement intégral, n'est-ce pas, des arrêts liés aux examens officiels, la signature du décret régissant le statut particulier des enseignants, la gratuité effective de l'école primaire, et il y en a, n'est-ce pas, une vingtaine de doléances. Merci. Je m'arrête là, hein. Je ne vais plus vous poser de questions, parce que quand vous dites que vous avez les larmes aux yeux, et vous êtes tout en rouge, j'ai bien peur. Alors, nous allons donc sortir avec
celui-là que nous accueillons pour la première fois sur ce plateau, Jean-Claude Essomba. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Merci pour l'invitation. Et l'occasion que vous allez certainement donner. Vous allez bien? Je vais plus ou moins bien, parce que nous vivons des moments difficiles dans notre village. Et donc, du coup, vous pouvez aisément imaginer que ça ne peut pas être la Je joie découvre de le faire. CNT. Vous êtes administrateur des biens de la succession, certainement de la famille Essomba. Je suis administrateur de la succession Edo Essonou, qui est une entité de la grande famille EFA, concernée par le grand bouleversement que nous avons connu. Dans un grand litige, en ce moment. Le litige, aujourd'hui... On en parle tout à l'heure. On en parle Tout à même, vous êtes le porte-parole, vous êtes administrateur des biens, n'est-ce pas, de succession de ce côté-là. Merci d'avoir accepté l'invitation, Merci parce que le sujet fait grand bruit dans les réseaux sociaux, les médias. Mais officiellement, vous avez décidé de prendre la parole à Info TV. Nous sommes là pour servir les Camerounais. Nous allons revenir vers vous tout à l'heure pour, n'est-ce pas, nous parler en profondeur et nous dire de quoi il est question. Merci à tous les cinq, mesdames, messieurs. Nous allons prendre donc cette transition et nous allons revenir avec le premier sujet à l'ordre du jour. Alors, retour sur ce plateau et comme je l'annonçais, les terres d'une grande famille à Yaoundé, à savoir la famille Edouard Essonou. C'est du côté de Bastos. Je rappelle que c'est un homme d'affaires. Il est double PCA du port autonome de Douala et du Labogénie. Il prétend donc avoir acheté ces terres-là, mais après des investigations, il est clair qu'il n'y a rien de tout cela. Quoi? C'est que certaines familles sont mises de côté dans l'élaboration et dans la mise en œuvre de ce projet. Et dans les années 99, on se retrouve avec une situation où les titres fonciers qui étaient censés être établis au profit des familles ne l'ont jamais été. La maiture a établi le titre foncier au nom de l'État. Et donc, on s'est retrouvé seul à gérer ces biens. Et lorsque nous nous sommes rendus compte de la supercherie, nous avons donc saisi le tribunal. Et le tribunal, après plusieurs procédures contre la maiture et certains membres même des familles qui s'étaient rendus complices, une décision de justice a été rendue au profit de la succession Edo Essonou qui avait été lésée dans cette affaire. Alors, après le rendu de la décision, il y a des titres fonciers qui sont établis au profit de la famille, mais à chaque fois, on se retrouve dans une situation où on nous dit qu'il y a déjà un titre précédent. Les titres fonciers dans la famille, individuellement, ou alors c'était pour toute la famille? Pour ce qui est de la famille Edo Essonou, les titres fonciers sortent au nom de la succession Edo Essonou. C'est lorsque nous butons sur plusieurs cas de double morcellement, nous saisissons donc le ministre des Domaines et des Affaires foncières pour connaître de cette affaire, afin de tirer... Qui est à l'origine, n'est-ce pas, de ces doubles ventes et autres, si vous voulez. En réalité, ce n'est pas le ministre qui est à l'origine de ces doubles ventes. C'est plutôt la mission d'aménagement Maïture qui est à l'origine. Parce que c'est elle qui est partenaire des familles dans l'aménagement, dans la réalisation de ce projet. Alors, il s'est trouvé qu'à un moment donné, nous avons fait des investigations au niveau de la conservation foncière. Nous nous sommes rendus compte que beaucoup de terrains, de titres fonciers, se baladaient dans la ville, mais n'avaient pas de tracé, de traçabilité au niveau des services techniques de la conservation foncière. Et c'est ainsi que le ministre ordonne donc une enquête afin de déterminer
qui étaient les propriétaires et quels sont les titres qui étaient établis. Ok. C'est à la suite de ce travail que le ministre nous attribue des parcelles de terrain. Et parce qu'il avait le souci d'éviter qu'il y ait beaucoup de problèmes là-bas dessus, il a privilégié les terrains qui n'étaient pas encore bâtis. Alors, comment est-ce que M. Yembe arrive, n'est-ce pas, dans l'affaire? Je ne peux pas vous dire avec exactitude comment est-ce qu'il arrive dans l'affaire. Parce que son titre, on a de la peine à tracer son titre foncier qu'il prétend. Parce que jusque-là, il ne nous a pas présenté le titre foncier en question. Malgré le fait que nous avons saisi le tribunal de première instance pour connaître de l'affaire, il n'a pas toujours produit le titre dont il se réclame propriétaire. Vous dites que ce n'est que le week-end dernier que vous êtes au courant que c'est M. Yembe qui est derrière cette affaire? Ce n'est que le week-end dernier. Je vais vous dire un petit rappel historique. L'ancien directeur qui par la suite est devenu ministre de la Santé, qui avait géré le projet, lorsqu'il est parti, M. Toundé est arrivé, il a ordonné une enquête. À l'issue de cette enquête, l'enquête a révélé que la Maïture avait pris aux populations autochtones 6 hectares 3000 mètres carrés. En plus de ce qu'elle avait droit. Parce qu'en réalité, la Maïture avait droit à 10 hectares. On s'est rendu compte qu'ils en ont vendu 16. Donc, ils ont triché sur les superficies. Le directeur de Toundé a voulu donc régler ce problème. Malheureusement, il n'a pas mis beaucoup de temps. Il est parti. Le monsieur qui l'a remplacé, qui faisait déjà partie de la première équipe, qui était directeur financier, a gelé les négociations qui étaient en cours avec les familles. C'est ainsi que nous nous retournons donc vers le ministre des Domaines, qui est le patron de cette structure. Et c'est l'aboutissement de l'enquête que lui, à son tour, a initié, qui est arrivé à ce que nous attribuer des parcelles de terrain et dont aujourd'hui on se retrouve avec des gens qui sortent de partout avec des copies titres fonciers qui ne sont pas répertoriés au niveau de la conservation foncière. Ok. Alors, vous dites qu'est-ce qui s'est passé donc réellement le week-end dernier pour que le problème arrive à prendre cette autre ampleur? Le week-end dernier, pendant que nous avons voulu prendre possession des lieux, il se trouve donc que M. Ché est arrivé avec des camions, bref, du matériel pour ériger une clôture. Et c'est ainsi donc que nous sommes allés vers lui pour lui dire qu'on ne comprenait pas pourquoi est-ce qu'il se retrouvait là. Et nous ne sommes pas entendus. Il était question qu'on saisit l'autorité administrative capable de mêler les cheveux. Nous nous sommes déportés vers la sous-préfecture. Il était donc question qu'on arrête les travaux en attendant voir clair, que chaque partie présente les documents en sa possession et pour qu'on puisse avancer. Malheureusement, lorsque nous nous sommes séparés, ils se sont arrangés à repartir dans la nuit avec des gros bas et engager des travaux. Voilà pourquoi nous nous retrouvons dans le lendemain avec des murs qui sont montés. On dit c'est pas possible, on a demandé d'arrêter. Et même qu'au niveau de la sous-préfecture, il y a les services techniques, le cadastre affecte à chaque sous-préfecture un service cadastral qui peut, à partir de son téléphone, voir si réellement, et nous établir qui est réellement propriétaire de telle ou telle parcelle de terrain. Ce qui n'a pas été fait. Bon, nous ne savons pas entre-temps ce qui s'est passé pour qu'il ait l'autorisation de continuer les travaux qu'il a effectivement... Et il a effectivement avancé dans ce qu'il avait. Nous avons l'obligation, en pareille circonstance, de prendre la défense d'abord des faits. Parce que lui, ayant tous les moyens financiers, des moyens juridiques, des moyens politiques même, devrait aller vers cette famille qui se plaint et leur dire, voilà, s'il y a eu des situations, on en sort comment? Mais quand j'apprends de la bouche de la famille représentée qu'ils se sont approchés de lui et on a arrêté les travaux,
et que Avec nuitamment, l'intervention, n'est-ce pas, de l'autorité administrative, l'autorité administrative, on a arrêté les travaux et que nuitamment, il a déployé des moyens plus... Vous voyez, ça fait pitié en fait. Et c'est regrettable pour ce pays. On se pose des questions si on est encore dans un état de droit. Parce que le droit ici, c'est la justice. Et nul n'est au-dessus de la loi. Lorsqu'on a dit arrêtez les travaux, vous devez d'abord observer l'instruction de l'autorité administrative. Quelles que soient des raisons que vous pouvez avoir à votre compte. Autrement dit, on ne fait donc plus confiance à nos institutions. Et c'est ce qui est regrettable. Moi, je dis très rapidement, sans aller dans les détails de l'affaire, par rapport à ce décor qui est planté, nous demandons à ce monsieur qui est camerounais, à ce compatriote, de lever le pied sur la pédale et d'aller humblement pour une sortie de crise de cette affaire. 1000 mètres carrés, j'imagine, il prend la chute d'hectare par rapport à sa position. on est là face à... S'il y a donc des réclamations de la famille Edouard Sono, qu'il essaie de voir aussi qu'ils tiennent aussi compte. On ne dit pas qu'il ne doit pas avoir toute raison, tout ceci, mais qu'ils tiennent compte des intérêts des requérants, des plaignants, qui sont aussi des humains. Qu'est-ce qu'il adviendrait à ce monsieur, si même après avoir bâti, et qu'eux, ils sont dans la colère? Il y a aussi, c'est un chef traditionnel qui vous parle. Serait-il en paix dans cette concession, dans ces conditions-là? On finit toujours par payer et on est toujours rattrapé. Monsieur Yembe, on est toujours rattrapé par l'injustice. Donc moi je propose une sortie à l'amiable et que ce monsieur baisse, recule et soit chez l'autorité administrative, soit chez la famille Edouard Sono, qu'il trouve vraiment une sortie de crise. Merci. Merci. Ça n'honore pas un PCA de surcroît. Merci, Sa Majesté. Éric Guiguem, vous venez de suivre également le récit de M. Essomba sur ce plateau. Plusieurs acteurs entrent, n'est-ce pas, dans ce problème. On parle de maïture, on parle des personnes, on parle même... Il y a plusieurs acteurs, mais à ce niveau-ci, il y a quand même, comme nous avons un monsieur qu'on identifie très bien et qui fait la sourde oreille. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Écoutez, c'est une situation d'abord triste, parce que je pense que dans ces conditions, il faut déjà que les ayants droit puissent entrer en possession de leurs terres. Et ce qui est plus alarmant dans cette histoire, c'est qu'on voit plusieurs administrations qui sont citées. Vous l'avez dit, hein, Maïtu, cadastre, ministre des domaines, sous-préfecture. Et c'est ça qui fait qu'on se pose des questions. On veut une implication directe ou indirecte de l'État central. Et si l'État central, si j'entends, là il y a plusieurs titres fonciers, qui a signé ces titres fonciers? La famille a sûrement une légitimité de réclamer. Le monsieur qui est là également a une certaine... il a aussi des documents qui lui permettent de dire qu'il est propriétaire. Tout à fait, il est fondé sur quelque chose. Il est fondé sur quelque chose. Alors on se pose des questions. Dans quel état nous sommes? Comment avoir des doublons pour quelque chose qui est unique? Ça, c'est une question qui se pose. Donc je pense qu'en matière foncière, comme je l'ai dit, dans mon programme politique, vous l'avez rappelé tout à l'heure que je suis aussi un homme politique, il faut digitaliser l'administration. Vous parlez de l'écologie. Tout à fait. Et nous sommes là, c'est la forêt, c'est la terre. Effectivement. Et il faut digitaliser l'administration. Une fois qu'on va digitaliser l'administration va se relier. Elle va d'abord se connecter et en plus elle sera reliée. Pourquoi? Il y a trop de papiers qui circulent de personne en personne. Si le titre foncier était digitalisé, il n'aurait pas de possibilité de remettre deux titres fonciers différents à quelqu'un. Puisqu'on aura une même base de données, avec le titre foncier qui appartient à quelqu'un, on ne pourra plus refaire le même titre foncier à quelqu'un d'autre. Mais qu'on a une administration qui est manuelle, quelqu'un vient, il signe un papier, il donne à celui-ci, demain l'autre vient, il signe le même papier, on change le directeur de la maïture a été changé, celui qui voulait prendre la décision, l'autre est revenu là commander une nouvelle enquête, parce que l'enquête qui a été commandée au préalable, on ne la voit plus. Quand le directeur s'en va, l'administration s'arrête, justement parce qu'elle n'est pas numérisée, parce qu'elle n'est pas digitalisée.
Je le regrette. Je pense qu'en digitalisant l'administration, on l'a déjà fait. Hein, on l'a fait au Cameroun sur 2 grands axes. Et ça a porté des fruits. Au niveau des impôts, aujourd'hui, les impôts sont digitalisés. Il y a moins de corruption. Parce qu'il y a moins d'argent qui circule. Au niveau de la CNP, c'est digitalisé. Il y a moins de corruption. Au niveau, je pense que si on digitalisait l'ensemble de l'administration, on n'aurait plus ce phénomène. La digitalisation, merci. Merci pour cette intervention. Joseph Mboutouzé, oui. Quelque part, il y a quand même quelque chose qui me vient en esprit là. Ces autochtones qui deviennent minoritaires et que devant tout le monde, devant l'administration et autres, on reste muet. Est-ce que cela ne procure pas peut-être des lendemains dangereux, peut-être pire pour les Camerounais? Nous sommes dans une situation pas très loin de cette image que je présente là. Oui, M. Ngwa, il faut noter que ce genre de problème, principalement ici à Yaoundé, c'est dû au fait que à certains endroits dans la ville de Yaoundé, l'État avait exproprié les populations, naturellement pour des causes d'utilité publique. Puisque vous le dites, je veux poser la question, est-ce que vous avez été exproprié? Nous avons justement été expropriés, mais pas indemnisés. Et donc, nous étions fondés de demander l'indemnisation. Merci. Ça permet à M. Boutou de continuer. Bon, voilà, pour cause d'utilité publique. Et lorsque l'État vous exproprie pour cause d'utilité publique, non seulement qu'on vous répare ça financièrement, mais aussi on vous donne une zone de chute. Parce que l'État n'est pas un monstre pour ses citoyens. Le rôle central d'un État, c'est de garantir le mieux-être du citoyen. Donc l'État, au même moment, ne veut pas avoir pour objectif principal le bien-être du citoyen et être aussi un monstre pour ces mêmes citoyens. Il arrive donc que lorsqu'on a donc fait lorsque l'État fait ses expropriations, il y a des bouts de terre qui restent. Lorsque le projet est achevé, il y a des bouts de terre qui restent. Et quand l'État vous exproprie, l'État procède à l'immatriculation de ces terrains à son nom. C'est ça qu'on appelle le domaine privé de l'État. Parce que les gens doivent savoir que l'État a un domaine privé. On appelle ça le domaine privé de l'État. C'est la propriété de l'État, ces titres sont au nom de l'État. Et il ne faut pas voir l'État ici, seulement l'État central. Parce que tous les démembrements de l'État sont l'État. Si vous faites un problème avec la mairie de Yaoundé 1, vous faites le problème avec l'État du Cameroun. Donc tous ces démembrements, que ce soit décentralisé ou déconcentré, tout ça c'est l'État. Donc il faut donc prendre l'État dans cet aspect large. Et maintenant ces chutes de terre qui restent donc, qui n'ont pas fait partie intégrante du projet, reste la propriété de l'État. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut en faire? L'État peut les utiliser encore pour autre chose. L'État peut les céder. Et puis l'État peut aussi, dans ce qu'on appelle la tolérance, la grande tolérance que nous consommons de l'État, laisser ça aux populations. Jusqu'au jour qu'il va revenir récupérer ses terres. Vous voyez, non? Ça fait donc en sorte que, dans certains endroits, les autochtones en ont pris ça comme un gros acquis. Ça fait en sorte que, lorsque l'État décide d'une autre utilisation de ces terrains, ça pose des problèmes. Et il est vrai que... Puisque vous le dites, je vous coupe. Est-ce que des travaux ont été entamés sur cette portion-là? Je ne parle pas du cas spécifique de leur terrain. Non, je voudrais également comprendre. Est-ce qu'il y a des travaux quelconques ou alors l'État a engagé quelque chose, des travaux sur ce terrain?
Parlant principalement de le cas chez Jones, il a effectivement érigé une barrière, mais ça ne s'arrête pas chez M. Chez Jones. Nous avons également le Haut Commissariat de Grande-Bretagne, où nous sommes détenteurs d'un titre foncier. Et par la suite, on s'est retrouvé en superposition avec un titre foncier délivré au Haut Commissariat de Grande-Bretagne. Mieux, ils sont venus... Puisque quand même, le sujet avec la Grande-Bretagne, ça c'est tout un autre sujet. Nous sommes sur les 1000 mètres carrés avec M. Yembe. Je voudrais donc savoir, est-ce que jusqu'à présent, cet espace-là est resté vierge? Est-ce que avant, n'est-ce pas, la clôture qui a été érigée le week-end dernier, est-ce que cet espace était vide jusqu'à présent? Jusqu'à présent, l'espace était vide, justement. L'espace était vide. Et parce que, voyez-vous, nous sommes dans notre village. Et on n'a pas pour vocation de dilapider toutes les terres. On a quand même besoin de certains repères. On vous a suivi. Pas de vendre toutes les terres. On vous a suivi. On vous a suivi. Alors, Monsieur Mboutou, là maintenant, bon, vous continuez. Ce que j'étais en train de dire là, ça c'est sur le plan purement théorique. Oui, la théorique du gros et tout. Mais sur le plan humain, hein, il est normal que si l'État n'a donc pas pu utiliser tout le terrain pour le projet dédié, normalement les premiers bénéficiaires devaient être les gens qui sont nés là. Les populations autochtones. Les populations autochtones. Surtout qu'elles n'ont pas été indemnisées. Est-ce que vous comprenez bien? Même dans le cas où ils ont été indemnisés. C'est-à-dire que si l'État n'a pas pu investir dans le sens voulu, tout à fait. Parce qu'il faut aussi relever que lorsque vous expropriez quelqu'un pour cause d'utilité publique, il faut vraiment que la raison de cette expropriation soit réalisée. Vous ne devez pas faire autre chose là-dedans. Vous ne pouvez pas dire que vous allez exproprier Monsieur Messi pour construire un ministère. Après, vous venez, vous dites que pour l'embellissement de la ville, on a distribué cet espace à des commerçants qui peuvent ériger des boutiques là-dedans. Là, ce n'est pas normal. Alors, parce que des situations comme ça se posent beaucoup dans la ville de Yaoundé. D'ailleurs, même, je connais le terrain dont il est question. La barrière, là, ce n'est pas une barrière qui a été faite aujourd'hui. C'est une barrière qui a été faite en 2024 parce que il y a même une résidence un peu à Montcleba, on disait qu'elle appartient au promoteur de Vision 4 et tout dans la zone là. Je connais bien cette zone là. Et cette zone là est une zone où il y a de belles maisons. Vous voyez donc la nomenclature de Yaoundé est allée s'installer là-bas. Et ils ont tous les moyens pour pouvoir s'en approprier. C'est eux qui méritent d'y aller. Ils ont construit toutes des belles... Parce que même avant de faire même cette barrière, moi je suis souvent passé par là. Il y a d'abord quelqu'un même qui a d'abord conçu une belle maison cousue. Et puis je me suis demandé comment, qui est venu construire. Parce que moi, à un moment donné, je disais que comment on dit que la résidence d'en face appartient au couple présidentiel, qu'on a laissé exprès pour que le couple présidentiel n'ait pas des voisins en face. Et après, j'ai effectivement vu cette grosse barrière qui ceinture presque une superficie qui va dans les 1500-2000 mètres carrés. Donc, c'est pour dire que, pour chuter, c'est pour dire que lorsque l'État prend des terrains aux autochtones et qu'elle ne réalise pas l'objet pour lequel ces terrains ont été pris aux autochtones, il faut en premier d'abord les restituer aux autochtones, que ça ne devienne pas la propriété de la nomenclature de Yaoundé. Merci. Merci à vous, Monsieur Mboutou. Alors, je reviens vers vous, Monsieur Essomba. Quand même, en menant, n'est-ce pas, les enquêtes à un autre niveau, il se pourrait que le chef de l'État avait ordonné la restitution des terres aux familles et c'est là où il se retrouve, où vous vous retrouvez certainement en justice. Alors, quelle conduite, n'est-ce pas,
en justice avec la Maïture. Qu'est-ce que ça a donné? Est-ce que vous êtes arrivé jusqu'en justice? Qu'est-ce que la Maïture vous dit? Je voudrais relever quelque chose dont a parlé M. Mbouto tout à l'heure. Oui. C'est que nous sommes victimes d'une double injustice. Parce que lorsque le décret d'expropriation est pris en 1973, il vise la construction du musée national. Et à cette époque, on a déjà des cultures là-dessus qui ont été balayées parce que le projet, on entrevoyait le début des travaux. On n'a jamais indemnisé. Et lorsqu'on revient en 1991, on nous dit, OK, on vous restitue les terres. On ne tient pas compte de ce qu'il y a eu quand même un préjudice qui a été causé aux populations parce qu'on a rasé tout ce qu'on avait trouvé sur le terrain. On n'a pas indemnisé. Évidemment, nous étions encore à une époque où si vous levez le petit doigt, on vous envoie rapidement où on connaît. Et donc, du coup, les familles s'étaient tassées. Et donc, aujourd'hui, on revient avec la même méthode. Pendant qu'on demande de restituer les terres, on établit le titre foncier au nom de l'État et on se le partage. Figurez-vous que dans l'élaboration du partage qui devait avoir lieu entre les familles, l'État et la Maïture, il se trouve qu'on vous dit qu'il y a 2 hectares de terrain non édificandi. Lorsque vous avez parcouru cette zone-là, vous trouvez un endroit où on a 2 hectares de terrain non construit, libre. Ça rentre là-dedans, dans cette supercherie. Okay. Alors, y a-t-il eu, avec la Maïture, qui est également entrée en scène, et qui serait également dans le coup, est-ce que vous avez entrepris, n'est-ce pas, des négociations? Est-ce que vous êtes allé en justice? Si oui, quelle en a été l'issue? Nous avions été effectivement au tribunal contre la Maïture et nous avions gagné le procès. Nous sommes là dans la mise en œuvre, dans l'application. Et on a l'impression qu'on est dans un état de police désormais, où on a rendu une décision, on refuse de l'appliquer. On vient avec des gros bras pour s'imposer. Que non. Ok. Merci. Vous allez prendre la parole, vous allez voir, je ne peux pas vous oublier. Mais très rapidement, nous avons Solange qui nous écrit. Elle dit bonsoir le riche panel, je suis Solange de Fougerolles. Monsieur Essomba, ça fait pitié quand un autochtone perd son terrain en plein cœur de Yaoundé. C'est désolant pour mon peuple qui a fait confiance à Biya et en retour reçoit toutes les humiliations parce que pendant son règne, l'anarque et le vol se sont accentués. Toutes les autorités arrachent les terrains aux pauvres populations. Voilà, il veut se représenter. Le pays n'est plus gouverné. Abimté, c'est de la part de Solange, depuis Fougerolles. Monsieur Ngba, on parle là d'une expropriation de 1973. Je crois qu'il faut bien indiquer à la personne qui écrit ces messages qu'on parle là d'une expropriation de 1973. Je ne sais pas si la personne peut savoir qu'en 1973, le président Paul Biya n'était pas encore président. Qu'on laisse un peu le président Paul Biya. Okay. Nous allons parler du président Paul Biya tout à l'heure. Vous allez voir très rapidement. Ne m'appelez pas s'il vous plaît, écrivez les messages, c'est simplement cela. Bonsoir, pourquoi vous invitez des militants du RDPC sur le plateau n'est pas équilibré? Qu'est-ce que vous comprenez? De quel équilibre demandez-vous? Voulez-vous là présentement? Thomas Massok nous écrit, il dit donc ceci. Bon début de soirée, mon arrière-petit beau-fils dans des bretelles comme El Pacino. Je n'oublierai pas ton riche panel, particulièrement Nkunkuma Emile et The, la panthère. Je déplore la faiblesse de notre État, particulièrement pour les causes d'utilité publique, à frustrer les populations dans l'expropriation des terres au niveau judiciaire et restituer tout un chacun dans ses droits avec des gros poissons venant en prédateurs pour anarquer celle-ci. Le problème du foncier est une bombe à retardement pour des générations futures. Thomas Massok. Autre réaction reçue. Bonsoir le plateau, s'il vous plaît.
demander au président du parti écologique du Cameroun comment faire pour intégrer ce parti. Signez vos messages. Hein? Voilà. Signez vos messages, je dois aller chercher comment intégrer votre parti, monsieur, rapidement. Ben, nous avons un site internet, on a un secrétariat et puis notre siège est basé à Oudja Terminus. Donc, donnez plus d'informations, c'est pas possible. Si vous vous rendez là-bas, comme ça, là, vous pouvez... Vous êtes présent dans les réseaux sociaux? Nous sommes présents dans les réseaux sociaux, tout à fait. Et il peut envoyer un message au secrétariat au 698 33 33 53. Ok. Bon, pour vous faciliter la tâche, hein, voyez avec moi également. Je ne suis pas militant de ce parti. Je suis militant de tous les partis et je suis militant d'aucun parti. Tu n'es qu'un facilitateur. Je suis un facilitateur. Autre réaction, salut à vous en studio. Les autochtones, je ne prends pas les appels s'il vous plaît. Les autochtones même sont la cause de leurs problèmes. Parce que dans la région du centre, c'est vendre le terrain qui est la chose la plus facile. Maintenant, quand ils ont déjà tout vendu, ils se retrouvent qu'ils n'ont plus rien. C'est là où vous voyez tous ces pleurs. Les bêtis arrêtés avec cette sale, écrivez bien, ce sale comportement si vous voulez, de lapider les terres comme les arachides. C'est une malédiction pour nous, les bêtis. C'est Télésport depuis Kribi. Nous allons sortir. Avant de sortir, je reviens vers vous. Alors, tout ceci se passe, monsieur, monsieur Choudjem, sous les yeux, n'est-ce pas, de la justice. La justice est-elle faible face, n'est-ce pas, à cette situation, ou alors impuissante face à des cas comme ceci? Non, ce que je peux dire à mon frère et Somba Jean-Claude, c'est que j'ai suivi tout à l'heure qu'ils ont gagné le procès contre la maïture. Oui. Voilà, je lui conseille simplement de saisir le procureur de la République. Ce problème sera tranché très facilement. Parce que d'après ce que j'ai suivi, c'est une affaire qui est née depuis 1991. Ça fait déjà 24 ans environ que le problème persiste. Donc je crois que pour peu qu'ils saisissent le procureur de la République, cette affaire sera solutionnée dans les jours qui suivent. Et oui, il y aura une décision finale qui sera appliquée. Oui. Même si M. Yemba a déjà bâti les immeubles... La décision sera appliquée. Il faut saisir le procureur de la République. Le procureur? Oui, oui. Est-ce que vous avez essayé? Non, nous avons plutôt saisi le tribunal de première instance pour l'arrêt des travaux. Et donc... Alors, en venant ici aujourd'hui, avez-vous fait un tour par là? L'avocat s'occupe, il était question de produire le certificat de propriété pour permettre au président de se prononcer. Est-ce que les travaux sont effectivement arrêtés jusqu'aujourd'hui? Il a achevé ses travaux, il était question d'ériger une clôture. Et il s'est accoquiné avec quelques personnes bien placées. Il a fait sa clôture. Ils ont travaillé de nuit comme de jour, avec des gros bras. Ok, oui. Oui, je voudrais dire... Nous sortons rapidement parce que... Monsieur Soumba, il a raison de vouloir récupérer leur terrain familial. Mais je voudrais néanmoins dire, pour qu'on ne laisse pas aussi monsieur Chedjon Djembe à la vindicte, dire que ce n'est pas lui qui est au départ de la situation actuelle. Lui-même, il n'est qu'une victime. Puisque je dis que ce terrain-là était en vente, et c'est tout récemment que M. Chedjon Djembe l'a acquis. Je dis bien tout récemment, ça devait être en 2023. Je connais la zone. Moi, sauf que si, lorsque le sous-préfet a demandé l'arrêt des travaux, quelle que soit la raison, qu'est-ce que soit... Non mais vous croyez que vous allez acheter la décision, vous allez acheter un terrain par devant, vous allez acheter un terrain par devant le notaire de l'autorité administrative à des dizaines et des dizaines de millions. Vous commencez à une barrière et on va vous demander de ne pas construire la barrière alors que vous sortez de chez le notaire
et on vous a établi un cycle foncier avant de dire... C'est ça que je dis, donc c'est dans le droit de la force. Je vois, non, moi je vois... Et il y a même tous ces arguments-là. Pourquoi défier l'autorité administrative? Voilà notre problème. C'est-à-dire nous sommes très mal placés pour maîtriser les détails de ce dossier. Mais nous restons dans la forme. On a fait l'arrêt de travaux. Je dis que... Mais lui, il allait nuitamment travailler avec des gros bras jusqu'à finir ce qu'il avait à faire. Ok. Ce n'est pas bon dans une république. Merci. Je veux dire que M. Cheikh Jean-Duembe, il est victime, il a été anarqué. Il a acheté peut-être un terrain qui n'aurait pas dû acheter parce qu'il a été attiré par le coût du projet, du coût du terrain qui était très moins cher par rapport à la zone. C'est pour dire que les gens en sortant d'ici et de conseiller M. Cheikh Jean-Duembe comme quelqu'un qui allait arracher le terrain. Mais le droit doit être acquis. Voilà. Merci. Merci. Avec la justice. Merci. Vous voyez ce qui se passe avec, n'est-ce pas, le problème foncier au Cameroun. C'est très dangereux parce qu'en fait, nous avons des cas et des cas comme ça que peut-être pour monsieur Essomba, ça peut être même... Je voudrais compléter mon propos. Donc, nous allons sortir rapidement. Les conflits fonciers, n'est-ce pas, au Cameroun deviennent très très récurrents. Même en cause où je suis là, nous sommes dans ce dilemme-là, n'est-ce pas? On parle d'un monsieur qui a acquis, n'est-ce pas, des hectares de terrain sur lesquels vivent une cinquantaine de familles, dont certains ont même construit des immeubles. On parle on vient détruire les gens. Vous voyez? Donc il y a ce problème, n'est-ce pas, de, comme m'a dit mon voisin, de digitaliser l'administration. Ça c'est urgent. Il faut digitaliser l'administration. C'est ça, c'est une affaire de l'État. Merci. Donnez-moi. Merci. Attendez. Je voudrais une petite... Vous permettez 30. Voilà. Vous m'avez promis 30 secondes. C'est parti. Ça va peut-être aider M. Essomba. Vous voyez, l'État a exproprié à Omnisport. Lorsque vous prenez le rond-point de l'Omnisport, il y a un bas-fond là. C'était un titre foncier de l'État qui a exproprié les populations de cette zone-là. Et quand l'État a donc conçu le stade, il y a cette partie qui est restée. Et j'ai accompagné quelqu'un à qui le ministre des Domaines a cédé 500 mètres carrés là-bas. Et lorsque j'ai accompagné cette personne qui voulait amener le géomètre pour pouvoir lever, il y a au moins 50 autochtones qui sont venus avec les gourdins et les machettes. Et après on m'a dit que chaque fois on essaie d'attribuer ces terrains et ces populations autochtones sortent et se liguent. Alors, si on veut vous arracher les terrains dans ces conditions-là, protégez vos terrains, protégez-les. Vous n'allez pas venir pleurer à la télévision et tout ça là. Faites comme des gens, c'est la façon de vous faire aussi, qui sont au niveau de Omnisport là. Merci. Alors, merci à vous. Alors, bonsoir le panel, s'il vous plaît. Juste une question à Monsieur Zeu. Comme à 73, Paul Biya n'était pas au pouvoir, ça veut dire qu'il ne doit pas gérer les problèmes qu'il a trouvés. Daniel Asembe ou Yomabang, bonsoir le panel, dit à M. Zeu que c'est parce que vous avez dépensé des millions que vous devez être au-dessus de la loi. M. Zeu, c'est pas normal. On doit respecter la loi. Daniel Asembe de Yomabang. Et puis nous allons véritablement sortir. Il y a beaucoup de messages que nous recevons là. Nous allons sortir. Alors, où se trouve le dossier, monsieur Essomba? Le dossier se trouvait justement au tribunal de première instance entre administratif, le secteur du volet judiciaire. Et nous avions également saisi le ministre des Domaines parce qu'en réalité, il y a un travail qui a été fait en 2019 par un cabinet expert et qui a fait des propositions. Si on peut tenir compte de ces propositions, je pense qu'on peut sortir d'affaire parce que le travail fait par ce cabinet indique qu'il y a 80 titres fonciers qui sont irréguliers. Et donc, je pense que l'État devrait se saisir de cette affaire pour, de manière définitive, solutionner. Parce que le cabinet avait proposé que l'État demande à ceux qui ont bâti de régulariser leur situation
et qu'une partie de cet argent serve à indemniser les populations autochtones. Et donc, jusque-là, on ne sait pas qu'est-ce qu'est devenu ce rapport qui a été adressé à Monsieur le Président de la République. Et donc, on attend toujours le retour. Et ça, je vous dis, c'est depuis 2019. Alors, Monsieur Isomba, qu'est-ce que vous attendez concrètement de cette affaire? Si vous vous adressez peut-être à quelqu'un, à qui et qu'est-ce que vous attendez concrètement? Nous attendons que nous sommes dans un état de droit. Le droit a été dit, parce que dans les conventions, on a indiqué que s'il n'y avait pas entente entre partenaires, le tribunal du centre administratif était compétent pour connaître l'affaire. Alors le tribunal a statué, a rendu une décision. Nous demandons simplement que cette décision soit appliquée. Et si M. Ché revenait et vous voir, se dire nous sommes... Pour une négociation, est-ce que vous pourriez accepter cela? Dans la tradition bantou, on dit on ne refuse pas l'appel. Et c'est ce qui est derrière l'appel qu'on refuse. Donc on ne peut pas dire qu'on ne peut pas le recevoir. On peut le recevoir, mais on s'entend. Okay. Il y en a qui ont utilisé ce procédé, je veux dire, soit dit en passant. Il y en a qui ont... les voies diplomatiques. Oui, la voie du dialogue. Oh, oui. Je ne révèle pas un secret si je dis qu'il y a un ancien ministre congolais qui a accepté, comprenant ce qui s'était réellement passé, il a dit ok, moi je préfère me rapprocher. Les dommages et les intérêts, tout ça. Voilà. Alors, et ça a été réglé je crois que sans bruit. Jusque-là, vous êtes là parce que vous semblez être abandonné par la justice, l'administration et tout ce qui... Il n'est pas abandonné par la justice. Il est plutôt victime d'un coup de force d'un individu qui défie la justice. Ce n'est pas la justice qui l'a abandonné. Effectivement. Donc, à ce niveau, vous demandez que justice soit faite, ou alors qu'il y ait cet arrangement-là. C'est la chute de votre intervention tout à l'heure. J'ai envie de dire, comment on dit, j'ai envie de dire, c'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Ok, merci Monsieur Somba. Vous ne partez pas, ou alors vous restez avec nous d'une manière ou d'une autre. Nous allons suivre là le sujet d'ici là, le dossier d'ici là, et espérant que ceci n'est pas tombé dans les oreilles du sourd, peut-être Monsieur Yembe, qui certainement vous regarde en ce moment, et tous ceux-là qui vous accompagnent ou qui sont, n'est-ce pas, dans cette affaire-là. Beaucoup de courage. C'est moi qui vous remercie. Voilà. Merci bien. Mesdames, Messieurs, vous êtes en direct de Info TV. Il est 18h. Petite transition, on revient pour la suite. À tout de suite. Malades, des personnes qui sont victimes de chlamydia, des hépatites B et C, et même des diabètes. Le diabète qu'on avait décrété, qu'on avait dit que ça ne se soignait pas. Aujourd'hui, Plante de Vie parle avec autorité en disant que c'est désormais possible avec des produits naturels pour pouvoir être guéri complètement du diabète, que ce soit le diabète de type 1 ou bien de type 2, quelle qu'en soit la célérité de votre diabète. Plante de Vie apporte la solution à vos problèmes liés au diabète. Mais ce soir encore, on voulait encore s'appesantir sur les infections à chlamydia, parce que c'est quelque chose que beaucoup de personnes sont victimes de ça. Beaucoup de personnes n'arrivent pas à trouver la solution aux différentes infections liées au chlamydia. Les couples là qui n'arrivent pas à concevoir ou à procréer parce qu'ils sont victimes des infections à chlamydia, parce qu'ils sont victimes du mauvais traitement, ou bien ils ne tombent pas sur des personnes assez qualifiées pour pouvoir apporter la solution à leurs différentes difficultés liées au chlamydia. Alors cet après-midi encore, Plan de Vie comme toujours, nous venons vous dire, vous téléspectateurs à la maison, que c'est désormais possible du côté de chez Plante de Vie. Alors je vais ici vous donner quelques symptômes liés au chlamydia. Si vous avez par exemple la chaleur dans la plante des pieds, vous avez les bouillonnements des oreilles, vous avez les fourmillements du corps, vous avez les problèmes de mauvaise haleine, parce qu'il y a des personnes là qui ont les problèmes de mauvaise haleine, elles se disent que non, c'est le fait de ne pas peut-être bien se brosser les dents, ou bien ce n'est pas le problème de ne pas bien entretenir sa bouche qui fait en sorte qu'elle ait la mauvaise haleine. Que non, le chlamydia occasionne aussi, voire provoque aussi les problèmes de mauvaise haleine et même les mauvaises odeurs au niveau
des aisselles, la mauvaise odeur au niveau de l'appareil génital, la mauvaise odeur corporelle, c'est-à-dire la personne qui ne se lavait, mais quelques temps après, le corps commence à dégager des fortes odeurs. Alors, les couples là, qui n'arrivent pas à concevoir ou à procréer, sachez que cette campagne, elle vous concerne directement, parce que la campagne en elle-même, elle est baptisée Un couple CBB. Nous avons mis le produit King Fimic 24, la solution sur pied, pour pouvoir éradiquer en quelques heures seulement ou en quelques jours seulement votre chlamydia. Quelle qu'en soit la durée ou la nature de votre chlamydia, vous allez simplement vous rendre du côté de chez Plante de Vie pour pouvoir avoir la solution adéquate pour vos différents maux liés aux infections à chlamydia. Les femmes qui ont des problèmes de myome ou bien des fibromes des crânes pour boucher, les hommes qui ont des problèmes d'azospermie ou bien d'oligospermie, sachez donc que le produit King Fimic 24, la solution est la solution à vos problèmes liés au chlamydia ou bien liés à la conception ou à la procréation. Et je vais ici vous donner les contacts pour nous avoir pour des personnes qui sont du côté de Yaoundé. Nous sommes situés au quartier Nkondongo, Carrefour, Iptek, à l'immeuble Baïga Center, face maison du parti. Pour les personnes qui sont du côté de Douala, nous sommes situés à la cité des Palmiers, derrière le lycée. Vous allez voir la grande plaque Plante de Vie. Donc, vous ne pouvez pas vous perdre quand vous êtes derrière le lycée de la Cité des Palmiers. Pour des personnes qui sont hors des villes de Douala et Yaoundé, vous appelez sur les différents numéros. Et puis, il y a des équipes qui sont chargées de vous livrer à domicile, ou bien de faire des expéditions. Que vous soyez au Cameroun ou bien hors du Cameroun, nous avons des équipes qui sont chargées de faire des expéditions et des livraisons pour les personnes qui peuvent pas se passer pour arriver, que ce soit en Kondongo ou à la Cité des Palmiers. Alors, les contacts que nous avons 698 18 03 34, 698 18 03 34. Ou encore le 676 98 81 76. Je vais ici terminer pour dire à tous les messieurs qui ont des problèmes de taille que le produit Open Sex, ce produit qui permet d'augmenter la taille et le volume de l'appareil génital de manière naturelle, est disponible. Alors, cher monsieur, ne soyez plus complexé par la taille qui est entre vos jambes. Désormais, c'est possible d'avoir la taille selon sa convenance parce que Plante de Vie a mis 3 formats sur le marché. Il y a le grand format qui augmente entre 4 et 6 centimes d'augmentation. Il y a le moyen format qui augmente entre 2 et 4 centimes d'augmentation. Et le petit qui augmente entre 1 et 2 centimes d'augmentation. C'est un produit qui est 100% naturel et sans effet secondaire. Vous dites que Dieu était... Non, c'est pas... Non, on ne va pas à l'encontre de Dieu. Non. Il y a beaucoup de... Il y a beaucoup d'erreurs qui sont commises. C'est-à-dire qu'il y a d'abord la circoncision précoce. La question que tu aurais dû me poser, c'est pourquoi est-ce qu'on a un petit appareil génital? Donc vous arrivez à résoudre. Merci bien. Avec vous, même le poutoulou ne voit rien. Non, le poutoulou est déconseillé. Plante de Vie déconseille le poutoulou aux hommes souples. Merci. Les hommes là qui ont atteint l'âge de 40 ans. Merci. C'est moi qui te remercie encore. Merci bien. Que tu me fais cet après-midi. Ok, merci bien. Mesdames, messieurs, Transition, on se retrouve. C'est officiellement lancé après, n'est-ce pas, la convocation du corps électoral. Nous voici donc à l'officialisation des candidatures. Paul Biya ne s'est pas prononcé depuis, n'est-ce pas, bien avant, n'est-ce pas, la convocation du corps électoral. Certains se posaient la question, est-ce qu'il sera encore candidat ou pas? Alors, juste après la convocation du corps électoral, à travers un tweet, à travers les réseaux sociaux, le président de la République a annoncé qu'il sera candidat. Paul Biya, candidat. Je me tourne vers Émile Messi, du RDPC. Vous le saviez, vous étiez certain de la candidature de Paul Biya? Émile Messi a toujours été certain. Non. Vous avez suivi toute la communication qui a été faite autour de la candidature du chef de l'État. Il était certain qu'il serait candidat. Rappelez-vous de la dernière sortie du secrétaire de la communication, le ministre d'État, professeur Jacques Famdongo, à RFI. Oui, il a dit que c'est à 100% candidat. Le journaliste Bourboudjou lui a posé la question, il a vérifié, il a dit de bonnes sources, 100% il sera candidat. Donc c'est vrai. Même si quelques heures avant, c'est vrai que le ministre de la Communication, tout à fait, qui était dans sa posture. Lui il parlait du 50-50. Oui, là il était dans la posture du porte-parole du gouvernement. Pourquoi? Parce que le RDPC n'est pas un parti État, il n'avait pas à prendre corps totalement sur les affaires du parti, même si lui étant militant du parti. Donc c'était une position tout à fait républicaine et normale. C'était donc savamment orchestré au sein du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Bien sûr. Faire d'abord intervenir le ministre de la Communication, qui viendra dire que c'est possible aussi. Et puis quelques temps après, c'est le secrétaire général de la Communication qui vient nous dire il n'y a pas de doute à ce niveau
Paul Biya est candidat. Le plus important ici, c'est que même le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, avait tout à fait raison. Parce qu'au-delà de ce que nous on peut dire sur les plateaux, il sera candidat, il sera ceci, il sera ceci, ça reste aussi parfois un souhait. C'est pour ça que jusqu'à hier soir, lorsque lui-même tue que je serai candidat, vous voyez, ça pèse et ça conforte tout le monde. Qui a tué? Le chef de l'État lui-même, qui a confirmé sa candidature. C'était hier soir. Pour dire que, à cette élection, dont le corps électoral a été convoqué vendredi soir, que je serai candidat. Et je crois que c'est le premier candidat qui se déclare officiellement, pas ceux qui sont déclarés bien avant là pour tambourner et tout, et tout, et tout. Donc, je crois qu'il est resté logique envers lui-même. Et nous, les militants du RDPC, il nous a reconfortés dans notre position. Vous voyez? Parce que, sans vous mentir, il y a toujours un petit doute qui plane là jusqu'à ce que lui-même se prononce. C'est vrai. Il y a un soulagement. C'est du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. C'est un soulagement. La confirmation de la candidature de Paul Biya. Pour un militant sérieux, c'est un soulagement. Parce qu'on se dit toujours, on se pose toujours des questions. Parce que nous avons un esprit humain. Nous avons un esprit qui raisonne. Nous avons un esprit qui se pose des questions parfois. Donc quand il pose cet acte, c'était notre souhait. Et c'est là où ça devient donc un soulagement pour les militants du RDPC, pour les sympathisants, pour des partis alliés et pour tous les Camerounais qui souhaitent encore que le chef de l'État soit là. Merci. Monsieur Soudien, oui. Vous aussi, vous avez suivi, n'est-ce pas, cette déclaration officielle du président de la République via les réseaux sociaux. Vous êtes un acteur de la société civile. La démocratie en marche. Effectivement. Oui, vous voyez, dans mon propos liminaire tout à l'heure, j'ai commencé, n'est-ce pas, par... Quand j'ai pris la parole, j'ai fait état, n'est-ce pas, des larmes qui coulaient dans mes yeux par rapport aux problèmes auxquels nous sommes confrontés, nous, les enseignants. Depuis des décennies que nous demandons que le président bien nous a promis, ne serait-ce que la signature du statut particulier des enseignants qui n'a jamais eu lieu. La gratuité qu'il a lui-même promis au niveau des nous sommes sur la candidature de Paul Biya. C'est de ça que je parle. Donc, comme pour dire que de façon honnête, n'est-ce pas, de façon rationnelle, voilà le mot, de façon rationnelle et même sur le plan purement professionnel, nous ne pensons pas que la candidature du président Biya était la bienvenue. D'abord par rapport à son âge. Vu, n'est-ce pas, son âge, et vu, n'est-ce pas, outre la longévité au pouvoir, mais ce qu'est devenu, n'est-ce pas, l'économie nationale, la société camerounaise en général. Lorsqu'on sait qu'au Cameroun... Y a-t-il une interdiction quelque part, là? La longévité, l'âge? À quoi c'est la gouvernance? À quoi c'est la gouvernance, monsieur Charles Apollinaire? À quoi c'est la gouvernance d'un pays si ce n'est pas le bien-être des citoyens d'abord? Il faut d'abord le bien-être des citoyens. Y a-t-il eu un obstacle entre-temps? Y a-t-il un problème? Mais si on devait même seulement se limiter chez les enseignants que nous sommes, nous qui n'avons pas de statut particulier depuis plus de 40 ans, nous qui demandons toujours que, n'est-ce pas, les enseignants soient directement intégrés, comme c'est le cas là-bas à l'ENAM et ailleurs. Jusqu'au niveau des instituteurs, par exemple, il faut faire ce qu'on appelle la contractualisation. N'est-ce pas? Et pourtant, ils ont fait des écoles normales, avec, n'est-ce pas, des certifications, avec des diplômes professionnels reconnus par l'État, délivrés même par l'État. Vous voyez? Avec toutes ces inégalités-là, avec toutes ces incompréhensions, avec, n'est-ce pas, est-ce que vous savez que l'Institut national des statistiques dit que 74,6% des jeunes sont au chômage au Cameroun? Donc, oui, le rapport avec la candidature, nous parlons de l'officialisation. Le rapport, c'est que... Écoutez, on ne peut pas juger le président Biya comme on pourrait juger d'autres postulants à la présidentielle. Puisque lui, quand même, il a un parcours sur le plan, n'est-ce pas, de la gestion du pays. Or, les autres n'ont pas de parcours. Vous, particulièrement, vous n'attendez pas le président de la République? En toute honnêteté, moi, particulièrement, je ne m'attendais pas que le président Biya se présente encore aux élections par rapport à son passé à la tête de l'État, qui n'est pas très positif. Monsieur Moutou, vous brûlez d'envie de réagir. À 93 ans, Paul Biya l'a refait. Il est candidat à la présidentielle 2025. Vous êtes un Camerounais, un homme politique. Vous êtes également... vous avez plusieurs casquettes. Votre lecture
Non, je ne brûlais pas l'envie de réagir. Vous brûlez l'envie de compléter quelque chose? Oui. Allez-y, vous avez la parole, M. Mboutou. À M. Messi que la position du porte-parole du gouvernement était conforme à la position du président de la République lui-même. Parce que le président de la République lui-même, au cours d'une interview dînatoire, avait dit que j'aviserai le moment venu si je reste ou bien si je rentre au village. Ça veut dire que lui-même, il était sur du 50-50, exactement le 50-50 dont le porte-parole du gouvernement. Et le ministre d'État, lui, il était fondé sur l'article 27 alinéa 3 des statuts du RDPC, qui fait du président du RDPC le candidat à l'élection présidentielle. Donc chacun avait son plan. Donc personne n'a fauté, personne n'a... Mais seulement, là où les inquiétudes devraient normalement persister, et peut-être là où la position du 50-50 était plus adaptée, c'est parce que le statut ne peut pas être au-dessus de la volonté de l'acteur lui-même. Ça, ce n'est pas possible. Ce n'est pas parce qu'on dit que le statut dit que M. Mboutou, c'est lui qui doit être occuper telle fonction, que si moi je ne veux pas occuper ou bien je ne veux plus occuper la fonction, je serai seulement obligé parce que le statut dit. Donc, au-delà du statut, il y a la volonté même de l'acteur qui est au-dessus de toute forme de réglementation. C'est pour ça que moi je pense que le ministre de la communication, pour lui c'était prudent vraiment de parler du 50-50 comme le président lui me l'avait dit. En attendant donc qu'il nous avise. Si le président n'avait pas dit par le passé qu'il aviserait, peut-être que la question allait être perçue autrement. Mais puisque lui avait dit qu'il aviserait s'il reste ou bien s'il part rester au village. Et je voudrais maintenant dire, en restant sur cette allocution du président de la République, il faut bien que les Camerounais comprennent que le président avait dit si je reste. Parce que ce n'est pas anodin. En français, l'emploi des mots n'est pas neutre. Le président à cette époque, il avait dit si je reste ou bien si je pars rester au village. Quand il a dit si je reste, il n'a pas dit je verrai si je serai candidat à cette prochaine élection. Je crois que tout le monde a bien entendu comment le président de la République a dit si je reste. Parce qu'il sait que, au vu de son travail, au vu de ses résultats, au vu des attentes du peuple, au vu de son appareil qui est le RDPC, dès qu'il est candidat, c'est qu'il va rester. Donc il est tout à fait heureux pour nous les militants du RDPC de savoir que notre président de notre parti, le RDPC, a écouté toutes nos voix qui ont été élevées depuis plus de 2 ans aujourd'hui. Lui demandons de revenir se présenter. Que nous allons le soutenir. N'en déplaise. Sauf qu'il y a quand même des voix dans la N'en déplaise à ceux qui pensent qu'il est déjà assez âgé, qu'il a déjà mis l'homme au pouvoir. Mais il faut que les gens comprennent que dans la vie, toute chose finit par finir. Donc, à un moment donné, il ne sera plus là, mais pour le moment, il est là. Il est là. Ok. On fait avec. Merci à vous. La messagerie va exploser là. Nous allons lire les messages tout à l'heure. Eric, à l'entame de cette émission, je disais, vous étiez vous aussi candidat à la présidentielle 2025. Vous n'avez pas totalement jeté l'éponge. Vous avez préféré une coalition avec quelqu'un d'autre, à l'instar de Serge Espoir Matumba. C'était une surprise de constater que le président de la République officialise sa candidature. Mais non, ce n'était pas vraiment une surprise. Parce que le président Paul Biya, il est comme tous les autres Camerounais, hein, il est dans les conditions de concourir à une élection présidentielle, il fait sa candidature. Je pense que ce que les Camerounais attendent, c'est le programme qu'on va leur proposer pour leur diriger dans les 7 prochaines années. C'est ça qui intéresse les Camerounais. La candidature du président Paul Biya, c'est une candidature qui concerne lui et le RDPC.
Mais une fois qu'il est validé comme candidat, là, ça intéresse les Camerounais qui vont plutôt être attentifs au programme que le président Paul Biya va leur mettre en face et ils pourront choisir celui qui va présider ou destiner du Cameroun dans les 7 prochaines années à venir. Parlant de la coalition que vous avez dit, oui, j'ai opté pour une coalition parce que je pense qu'aujourd'hui, en l'état des programmes politiques que j'ai vus au Cameroun sur la table pour l'élection présidentielle 2025, aucun parti politique ne propose un programme complet qui résout tous les problèmes que les Camerounais demandent. Alors, je pense que l'élection présidentielle, l'enjeu, ça dépasse nos partis politiques, ça dépasse nos personnes, l'enjeu, c'est le Cameroun, et il faut être sérieux quand on veut être candidat à l'élection présidentielle au Cameroun, c'est-à-dire proposer un programme qui va intégrer une réponse à plusieurs problèmes que les Camerounais attendent, notamment les problèmes de chômage, les problèmes d'eau, d'accès d'eau, les problèmes d'accès à l'électricité, etc., des problèmes de route, etc. Donc je pense que j'ai opté pour la coalition parce que mon programme en tant que président du parti écologique, additionné à celui de Serge Espoir Matomba, pour moi, me paraît être l'alternative crédible aux yeux des Camerounais pour pouvoir répondre à ces besoins prépondérants de chômage et c'est tout ce que je viens de vous citer. C'est pour ça que j'ai opté pour la coalition, parce qu'il faut reconnaître que l'élection présidentielle, c'est pendant 7 ans, porter 23 millions de Camerounais qui ont chacun des problèmes, qui veulent l'espoir à ceux qui vont leur diriger. Et il faut être sérieux, ce n'est pas une question de personne, c'est pour ça que j'ai opté pour cette coalition. Ok. Alors, monsieur Messier, je viens vers vous. C'est officiel là. Aux dernières nouvelles d'ailleurs, nous faisons le pied de grue au niveau de l'ECAM. Il paraît qu'aussitôt annoncé, peut-être aussitôt les deux dossiers du président de la République ou alors de Paul Biya ou alors le dossier sera en route pour l'ECAM. Mais une grande curiosité. En 2018, c'est via les réseaux sociaux que le président de la République, que Paul Biya annonce, n'est-ce pas, sa candidature à la présidentielle. Et 2025... Au détriment des canaux officiels. Il le fait encore. Quelqu'un tout à l'heure, à l'entame de cette émission, et c'est pas ça vous, je demandais qui a tweeté véritablement. Alors, c'est le nouveau moyen? Si oui, pourquoi? C'est-à-dire passer par les réseaux sociaux, annoncer à travers les réseaux sociaux. D'abord, c'est le président lui-même qui gère son compte Twitter. Il a compris que avec l'évolution des technologies, de l'information et de la communication, rien n'échappe plus aux réseaux sociaux aujourd'hui. L'émission que nous faisons en ce moment est également en ligne. Ça, en tant que spécialiste de la communication, si vous ne communiquez pas par les moyens des réseaux sociaux, alors vous êtes à côté de la plaque. Le chef de l'État l'a compris, vous l'avez rappelé depuis 2018. Et ce n'est pas que ça. Vous apprenez après cette émission que cet après-midi même au Palais de l'Unité, le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, a reçu une délégation de la jeunesse qui est venue déposer une somme de 40 millions pour sa caution. Engagement pris lors de son anniversaire au Palais des Congrès. Pour cette jeunesse, de la jeunesse qui dit, Monsieur le Président, qui a travaillé, nous allons cotiser pour contribuer à votre candidature, parce que ça c'est une façon de soutenir aussi. Au-delà des appels verbaux, au-delà des incantations, voilà la jeunesse qui passe à l'acte pour dire que dans votre dossier, nous donnons notre contribution, notamment votre caution, qui est de 30 millions à cette élection présidentielle. 10 millions de plus pour dire qu'il peut y avoir d'autres aléas, des charges supplémentaires liées au dossier, et le reste, et le reste, et le reste. Nous prenons votre dossier en main. Ça aussi, c'est des innovations. Pour dire à mon frère Tchedjou. Oui, vous avez parfaitement raison. Oui. Vos attentes sont fondées. Et il n'y a pas mieux que le président Biya pour signer ce statut qui connaît tous les problèmes dans un contexte particulier d'une conjoncture mondiale et internationale
qu'on connaît. Le problème de ressources, là aussi, c'est l'un de ses engagements. De donner à l'enseignant, au corps enseignant, tout ce qu'il mérite. Ça aussi, c'est des engagements où les enseignants aujourd'hui doivent comprendre que notre avenir, effectivement, c'est Paul Biya, qui devra améliorer les conditions. Parce que moi, je l'ai souvent dit, on a fait des débats ici. L'enseignant ne réclame même pas un salaire. Non, il y a encore des adhérés, s'il vous plaît. Les enseignants revendiquent des conditions de travail dignes. Et la dette des enseignants n'est pas encore totalement épurée. Permettez, ça c'est des acquis. On ne revendique pas un acquis. Non. Il y a un principe, l'État ne bouffe pas l'argent à quelqu'un. Monsieur Messi, je voudrais que vous revendiquez les acquis, sur vraiment. La présidentielle. La dette, ça va éponger, ce n'est même pas une revendication là-bas. Moi, je suis dans les vraies choses. S'il vous plaît, de parler au futur. J'ai un problème. Les enseignants meurent chaque année, ils vont en retraite. Non, ça c'est la situation. Je vais vous retirer. Il y a même des enseignants qui vont avoir la parole. Non. Monsieur. Je vais vous retirer la parole si vous voulez continuer, monsieur Messi. Je vous ai posé une question. Oui. Je voudrais savoir comment comprendre, n'est-ce pas, l'option de Paul Biya, avoir décidé, n'est-ce pas, de passer par les réseaux sociaux en tweetant. Est-ce pour être en connexion avec cette jeunesse-là, ou alors pour prouver qu'il est un homme moderne? Où sont passées les autres voies? Il est passé à la modernisation, ou alors il est arrimé aux nouvelles formes de communication. Je vous dis, les réseaux sociaux aujourd'hui sont comme ce grand sociologue politique disait que tout ce qui ne passe par des médias a une influence négligeable. Et pour paraphraser cet auteur, tout ce qui ne passe pas par des réseaux sociaux aujourd'hui a une influence négligeable. Le chef de l'État l'a compris depuis 2018. Et il est suivi aujourd'hui, au-delà de cette candidature, par une jeunesse déterminée à l'accompagner dans ce processus. Parce que n'oubliez pas, il voulait souvent rappeler, il n'est pas à la tête de l'État parce qu'il est le plus fort ou bien parce qu'il a tellement tapé les gens et tout. Mais ça a toujours été la volonté du peuple souverain. Monsieur Mboutou, oui, annonce via les réseaux sociaux. Quelqu'un me posait la question ce matin quand je venais au travail. Monsieur le journaliste, vous qui parlez là-bas, où est passé le président? Nous, on voudrait donc le voir. Quand même, lui aussi, peut-être lors, n'est-ce pas, de la déclaration de cette candidature. Je relève, n'est-ce pas, ce que les uns et les autres pensent ou disent. Est-ce que la présence physique du président de la République ne devait peut-être pas galvaniser également tous ces gens, cette jeunesse-là, ces militants et bien d'autres? Moi, je ne comprends pas pourquoi les gens devraient s'interroger sur la voie par laquelle le président Paul Biya annonce sa candidature. C'est de son droit de choisir la voie qu'il veut. Les gens, on ne peut pas s'asseoir pour demander pourquoi il a choisi Twitter. C'est son choix. On doit déjà questionner maintenant tous les choix du président de la République. Mais les Camerounais se donnent une telle liberté sur ce tome qui n'a plus de choix. Quelqu'un d'autre va aller écrire dans une presse, l'autre peut aller dans une chaîne de télé déclarer, mais il a choisi de tweeter. Tous les grands du monde entier, autant âgés, que le président Paul Biya utilise Twitter. Donc il a choisi la voie. Et cette voie-là vous a atteint. Et la preuve, on en parle de sa candidature aujourd'hui. Quel est le Camerounais qui hier à 23h n'était plus au courant que le président a déclaré sa candidature? Bon, quelqu'un choisit donc un canal aussi puissant que le Twitter. On se pose encore des questions qu'on doit justifier. Et encore, bon, vraiment, monsieur Messi est qui pour justifier le choix du président d'avoir tweeté ou pas? Bon, voilà. Mais maintenant, vous voulez que le président de la République vienne à la CRTV dire je suis candidat pour 2025, moi, le président Paul Biya. Est-ce qu'il en a besoin? Il a communiqué
Et cette communication a atteint l'objectif recherché. Nous, et la preuve, nous parlons de cette candidature là maintenant. Maintenant, Paul Biya, mais c'est vrai, il a agi. Mais vous n'allez pas vouloir qu'un homme âgé se trimballe chaque fois devant vous. Vous voulez quoi? Qu'il vienne danser les ballets devant vous à chaque fois. Vous voulez demander à un homme de cet âge-là de venir toujours vous rencontrer, de venir faire des débats, de venir vous rencontrer physiquement ou bien de venir faire des débats. Hein? La rencontre du chef de l'État avec son peuple, c'est sur les actes de politique publique qu'il prend au quotidien. Voilà. Et il faut que les gens comprennent que quand on parle de politique publique, ça représente toutes les décisions que l'État prend au quotidien. Parce que les politiques publiques, il ne faut pas seulement les prendre dans le sens des investissements publics. Tout acte que le président de la République prend est une politique publique. Tout acte que quelqu'un qui détient le pouvoir réglementaire du président prend est une politique publique. Et c'est au quotidien que nous les voyons. Et c'est en cela qu'il est au contact permanent du citoyen. Pourquoi les gens se posent des mains? Il n'y a pas longtemps, nous sommes le 20 mai jusqu'à maintenant, là, ça fait combien? Mais il s'est pavané au boulevard du 20 mai. Le soir, il est revenu, il a salué des centaines de Camerounais. Aujourd'hui, les gens demandent encore à le voir physiquement. C'est quoi? Merci. C'est une mascotte. Merci à vous. Que chaque fois que vous êtes chez vous devant vous. On vous a suivi. Merci. Vous attendez que mascotte vienne se présenter là devant vous. Madame Solange de Fougerolles nous écrit encore. Monsieur Messi, Dieu vous voit. Paul va améliorer les conditions des Camerounais à 92 ans. C'est la dame qui le dit. Bonsoir, le plateau. Concernant les conflits fonciers au Cameroun, il revoit la législation foncière et surtout bien protéger les autochtones. Moi qui vous parle, j'en ai déjà été victime. Fabien Omba Onambele depuis la barrière. Autre réaction reçue. J'ai honte, ces messieurs racontent même quoi sur le plateau. Biya ne peut plus, il est fatigué, acceptez-le qu'il parte se reposer. Arrêtez de justifier les bêtises. Paul Biya ne dirige plus ce pays. Arrêtez, arrêtez, arrêtez. Willy Siwe depuis Ngaoundéré. Autre réaction reçue. Bonsoir le plateau. Quand M. Messi parle des conditions des enseignants, ce monsieur sait-il que ces enseignants travaillent et ne perçoivent pas leur dû? Nous sommes en session d'examen 2025. Pas de frais de correction payés ni délibération. Et c'est ce même président qui prétend dire les jeunes ont apporté 40 millions du n'importe. Un jeune conscient ne doit pas voter ce régime chrétien d'Ipita depuis Bonendale. D'autres réactions, hein, il y en a beaucoup. Bonsoir. Au fond, le peuple dans sa globalité est en profondeur ne souhaite pas le changement car il est foncièrement et idéologiquement divisé du fait de son appartenance communautaire caractérisée par un sentiment d'identité. Je crois que, bon, il parle également de Paul Biya. Nous allons rapidement aller de l'autre côté, prendre les réactions des uns et des autres. C'est beaucoup. Ça pleut de ce côté. Bonsoir. On veut qu'il fasse un direct pour croire. C'est Christiane qui dit, on voudrait que le président fasse un direct pour croire. Je ne sais pas croire à quoi. Autre réaction. Bonsoir le plateau. Dites aux représentants du RDPC de rester tranquille. Il doit rester tranquille. L'autre là, je ne peux pas lire. Bonsoir le plateau. J'aimerais savoir si M. Biya a annoncé lui-même qu'il est candidat ou c'est par communiqué du RDPC de soi un homme de 92 ans
J'espère qu'il fera campagne dans les 10 régions du Cameroun. Hubert depuis Port-Gentil. Vraiment dégoûtant d'écouter monsieur Messi. Il se moque vraiment de la jeunesse camerounaise. Et Jama Hubert depuis Port-Gentil. Autre réaction reçue. Bonsoir à vous sur le plateau. Le problème foncier est une bombe à retardement dans ce pays. Il y a un proche collaborateur du chef de l'État qui est un influent incontesté du palais qui a construit sur un terrain à Nyom qui pourrait être estimé à plus de 15 hectares. Allez-y voir de ce côté comment a-t-il fait pour avoir ce terrain. C'est un héritage familial. A-t-il acheté ce terrain? Un fonctionnaire qui achète des hectares de terrain juste pour construire, est-ce possible? Joseph Pacom depuis Nsam, c'est Joseph Pacom depuis Nsam. Autre réaction reçue, beaucoup, ça c'est... Vous pensez qu'un papa qui n'a presque rien fait à 42 ans de règne fera quoi s'il avait encore 7 ans de plus? Je suis sûr que lui-même, il n'est pas au courant de sa candidature car il n'a plus... Merci. Autre réaction, bonsoir à votre joli panel. Mon avis sur ces alliances à la mode se résume au bluff. Tous ces opposants, sans exception, sont pro-régime. Ce sont des comédies à n'en point finir. Bonsoir à vous sur le plateau. Le ministre de la Communication n'est pas porte-parole du gouvernement. Cela a été corrigé hier par Jacques Bessala. Merci. Mbanglele. L'ignorance n'est pas bien. Et également, beaucoup de messages. Beaucoup de messages, vu le temps. Hein. Comment elle n'est pas porte-parole? Bonsoir à tous. Arrêtez de faire comme si les Camerounais étaient des animaux où chaque fois le RDPC va nous manipuler comme vous voulez. C'est terminé cette année. Ok, puisque vous le dites, nous allons revenir et faire ce dernier tour de table. Monsieur Eric, alors Eric, lorsqu'on a 92 ans, on a servi. Est-ce qu'on se voit encore briguer un 8e mandat? Je vous pose la question. Je ne vous ai pas dit que tel est en train de le faire. Je pose la question. Bon, je pense qu'il faut voir ça. Je pense qu'il faut regarder ça dans 2 axes. Le premier axe, c'est l'axe de la loi. Je pense que du point de vue de la loi, il faut la réformer. Il faut mettre ce qui est important, c'est que ce qui nous gêne ou ce qui crée une ambiguïté dans le fonctionnement de notre État doit être corrigé par une loi qui doit exister. Je pense qu'il faut clairement mettre la limitation d'âge pour être candidat à l'élection présidentielle. Je pense que ça pourrait éviter ce débat qui occupe beaucoup de temps aux Camerounais et qui nous distrait. Parce qu'au fond, ce que les Camerounais veulent savoir, c'est la proposition politique que celui qui va les diriger dans les 7 ans à venir leur propose par rapport à leurs problèmes quotidiens, les problèmes éducatifs, les problèmes pour manger, etc. Donc je pense très bien qu'il faut régler ça. Et c'est pour ça que l'Assemblée nationale est très importante. Ok. Donc, on comprend donc que vous demandez que les choses soient revues. L'âge... Bien sûr, puisque... Et bien d'autres. Il faut une limitation d'âge, je pense, mais il faut inclure cela dans la loi. Parce que si on ne respecte pas la loi, tout se dérègle. Et aujourd'hui, la loi elle est telle qu'elle est. Merci. S'il n'y a pas une loi alternative, il faut la respecter. Merci. Bonsoir à ce merveilleux panel. La vraie sanction serait faite au Parlement, mais la majorité présidentielle est d'accord pour la pérennité. Autrement dit, élection 2025, dépenses inutiles. Il faut d'abord relire les parlementaires. Le roi Barthélemy reste et demeure. En attendant, Emmanuel, directeur de publication du Républicain 237, merci pour la richesse du
débat. Merci à vous. Ne m'appelez pas, s'il vous plaît. Alors, monsieur Choudjem. Oui. Oui, nous sortons par là. Paul Biya est candidat. Oui, c'est confirmé. Qu'est-ce que vous attendez? Bon, nous attendons, n'est-ce pas, que nos problèmes soient résolus, comme je viens déjà de les citer, même comme nous commençons à perdre espoir, parce que ce sont des problèmes qui datent depuis au moins 2 décennies. Je dis bien au moins 2 décennies. J'ai cité par exemple... Est-ce que vous savez que nous sommes déjà en période de correction des examens, alors que les corrections des examens ne sont pas encore payées? Vous voyez? Vous attendez après. Nous attendons, c'est que les sociétés qui ont été fermées soient réhabilitées. Je vais citer ne serait-ce que la Sofibel, la Bata. Moi, je croyais que vous allez peut-être demander à la classe, à ces gens qui vont aller voter, d'aller peut-être massivement et peut-être, puisque vous avez dit dès le départ que vous êtes déçus, et peut-être demander, vous êtes de la société civile, vous êtes libre, n'est-ce pas, de décider ou de prendre votre position et peut-être sanctionner, que ce soit un vote sanction. Écoutez, j'ai dit et je le dis que moi je reste dans le cadre de la légalité, dans le cadre du rationnel et du pragmatisme. Ça ne vous dérange pas? Vous comprenez? Ça ne vous dérange donc pas que Paul Biya soit encore candidat? J'ai dit et je répète dans mon propos, moi je ne suis pas là pour faire n'est-ce pas, de la... Merci. Je ne suis pas là pour cacher quoi que ce soit. Un homme à cet âge-là, n'est-ce pas, il n'a plus la capacité physique à diriger un pays. Oui, monsieur Moutou. Oui. Après l'annonce de la candidature du président de la République, Paul Biya, je suis tenté de vous poser la question. What next? Oui, il faut que nos militants à la base commencent à se mobiliser. Moi, je suis président de la sous-section RDPC de chez moi. Dès l'annonce de cette candidature hier soir, j'étais au village, en partant de mon village aujourd'hui. J'ai fait une réunion avec mes présidents de comité de base et je leur ai donné des orientations. Maintenant, là, il y a la mobilisation de la base militante. Parce que cette élection, on ne peut pas dire que ça sera une partie on dit souvent quoi, une partie de plaisir. Ça sera une élection difficile. Vous demandez donc à la base aux